comment repenser notre rapport au travail à l'heure de l'ubérisation, comment intégrer la question du genre dans les entreprises, quel lien entre combat syndical et combat environnemental. Voici quelques questions qu'on aborde avec Lola, Catherine et Cope, qui travaillent tous les trois au Jeunes FGTB, pour ce premier podcast d'écologie qui s'intitule Jeunes, travail, climat, quel lien avec les syndicats. Bonne écoute. Alors du coup, la première question, c'est tout simplement voir si vous pouvez vous présenter vite fait en quelques mots chacun pour qu'on puisse savoir qui vous êtes. Oui, alors bonjour, je m'appelle Lola, j'ai 27 ans, je travaille comme animatrice au Jeunes FGTB de la FGTB Liège-Ouistreham depuis 2015. Voilà. Donc moi, c'est Catherine Opalinski. Je travaille au Jeunes FGTB Bruxelles depuis 2016 et avant, j'étais arrivée à la FGTB en 2015. J'ai commencé à la FGTB parce que j'ai fait un stage en tant qu'assistante sociale. Et moi, je suis Kobe de la FGTB Bruxelles aussi. Et je complète désolé, il y a un téléphone ici. Je complète l'arrivée des générations parce que je suis commencé au Jeune FGTB Bruxelles 2 mois après Catherine. Et donc, c'était aussi en 2016. Donc, ensemble avec Lola, Catherine, on forme un peu la génération 2015-2016 au sein des Jeunes FGTB. Oui, donc je suis Kobe et je suis heureux que on est invité pour parler de la syndicalisme via une manière très moderne. Alors, la question suivante, ce serait, vu qu'on est en temps de crise sanitaire en ce moment, etc., ça fait quoi un syndicat en temps de crise et quels impacts a la pandémie sur votre travail habituel? Alors, ça a évidemment beaucoup d'impact parce que notre travail au quotidien, c'est quand même de recevoir les affiliés et ou de les organiser. Donc, on a d'habitude beaucoup de réunions, on rencontre des partenaires, on organise des événements. Donc, tout ça a évidemment été mis en suspens pour le moment. Alors, le gros de notre travail, et je pense qu'à l'FGTB Bruxelles, c'est la même chose, ça a été dans les premières semaines de faire face à l'afflux de demandes de chômage temporaire, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis leurs travailleurs au chômage temporaire pour cas de force majeure avec cette crise et le confinement. Et comme les syndicats ont aussi ce rôle d'organisme de paiement des allocations de chômage, on a dû faire face vraiment à des dizaines de milliers de personnes qui se sont retrouvées dans le cas. Donc ça a été une grosse partie de notre boulot pendant les premières semaines du confinement. Maintenant, ça se calme un peu. Et alors, en tant que syndicat, on intervient pour que ce soit dans les entreprises qui continuent à travailler ou justement dans les entreprises où le confinement empêche les personnes d'aller travailler. Mais on intervient pour répondre aux questions juridiques et aussi des conditions de travail, des conditions d'hygiène, de sécurité. Et puis, on essaye de négocier avec les gouvernements des mesures, des droits, notamment pour les chômeurs et pour les travailleurs qui continuent à aller travailler, des droits et des protections. Voilà. Donc, nous, notre travail au Jeunes FGTB, ça a été principalement sur les jobistes et la question aussi des apprentis, puisque tous les contrats d'apprentissage, d'alternance ont été suspendus. Et donc, ça a créé pas mal de problèmes pour tous ces jeunes-là. Voilà, je vais peut-être laisser mes camarades continuer. Pour compléter, donc c'est vrai que quand la crise est arrivée, ça a mis clairement toutes les activités qui étaient prévues au stop, en arrêt. La première pour nous au niveau de la régionale de Bruxelles, c'était le Working Class. Donc c'est un concert qu'on organise chaque année pour promouvoir la jeunesse. Et donc ce sont des jeunes qui sont supposés animer le concert. Et à la fin, il y a un concours et le gagnant ouvre les concerts du 1er mai. Et donc ça, c'est un événement assez important chez nous. Et évidemment, malheureusement, c'était le 14 mars et donc le jour même, on a dû l'annuler. Et puis, petit à petit, en effet, comme l'a dit Lola, tout le travail qui était supposé être mis en place, surtout en cette période,
les différents festivals et les activités diverses qu'on avait déjà organisées sont tombées à l'eau. Puis bon, en dehors des activités, on a tout on a nos AG jeunes, on a des commissions. Donc il y a tant du travail qui se fait avec les étudiants et des activités plus militantes. Et on a aussi tout ce qui est organisationnel avec le syndicat même, la structure syndicale. Donc ça, c'est plutôt les bureaux et les commissions jeunes. Mais donc, à partir du moment où la crise est arrivée, c'est vrai que nous, on a un peu dû diviser notre travail en deux. D'une part, aider nos collègues au service chômage, parce que, comme l'a dit Lola, on a eu énormément de demandes en un coup. Il faut savoir qu'habituellement, pour la régionale de Bruxelles, on traite 30 000 demandes de chômage complet mensuel. Et ici, on a eu 30 000 demandes supplémentaires de chômage temporaire pour cause Corona. Et ces demandes-là, on n'avait pas de travailleurs supplémentaires. Enfin, on a eu nos travailleurs, les travailleurs comme Cob et moi, des gens qui travaillent normalement à l'IRB, donc qui ne travaillent pas pour le service chômage, qui sont venus donner des coups de main. Donc, on a été formés un peu à l'arrache du mieux qu'on pouvait pour pouvoir aider nos collègues aussi du mieux qu'on pouvait. Mais bon, ça, c'était une partie du travail. Le problème, c'est qu'en effet, il y a aussi toutes les demandes de jeunes, parce que la jeunesse a été très impactée aussi, que ce soit les jobistes étudiants qui se retrouvent sans revenus ou qui sont exposés à du travail où on n'est pas certain que les conditions soient correctes pour qu'ils puissent travailler sans être affectés par la maladie. Il y avait tout le problème des apprentis où il a fallu un certain temps avant de savoir si qui ou non pouvait bénéficier d'allocations de chômage. Puis, on a tous les jeunes un peu oubliés. On a les secteurs comme les sans-papiers, les SDF qui se retrouvent aussi dans la merde, même si c'est pas notre public premier, ça reste quand même. Il y a aussi des jeunes dans ces publics-là. Et donc, on a eu aussi une masse de demandes, de questions de la part de nos jeunes par rapport à tout ça. Donc, il fallait d'une part gérer le travail chômage administratif et paiement d'allocation de chômage, et aussi demander des jeunes et les organiser d'une manière ou d'une autre, et organiser aussi une forme de résistance, notamment par rapport à la grève des loyers, etc. Mais tout ça via des réseaux, donc c'est pas forcément évident. Ouais, tu as déjà fait un très bon résumé. Moi, plus largement, en fait, je pense que les syndicats en Belgique, dans ce temps de crise, ils sont devenus en une fois un grand office de paiement de chômage économique. Et donc, ça a fait qu'on a dû improviser énormément. Toutes les activités d'habitude étaient annulées ou postposées. Et ça pouvait donner l'impression qu'il y avait une sorte de paix sociale faussée, vu qu'on n'était plus directement avec les travailleurs visiblement sur le terrain. Mais c'est faux, c'est cette idée qu'il y avait un paix social. En fait, on agissait comme un buffer social. On essayait donc pour les gens qui perdaient leur revenu, vu qu'ils étaient mis en chômage temporaire, de l'aider sur ce niveau-là. Et en même temps, essayer d'anticiper et aider des travailleurs qui envisageaient une réouverture de leur entreprise ou de leur organisation. Et ça, c'est de l'improvisation, et c'était un travail assez intense. On peut dire que tous les travailleurs de tous les syndicats ont presté vraiment beaucoup plus que d'habitude, et on a senti qu'on avait besoin de cette adrénaline de ce moment-ci pour aussi tenir le coup. Mais donc, je voulais juste faire un peu le résumé sur ça, que parfois on pouvait penser que les syndicats avaient un peu accepté une sorte de paix sociale, mais ce n'est pas du tout le cas. Vu que le moment que les bricots ou les magasins pouvaient se rouvrir, ici à Bruxelles, à Anderlecht, il y avait un où les mesures de distanciation sociale et la gestion des visiteurs n'étaient pas pris en compte. Les syndicats sur place ont bloqué cette entreprise pour dire que si les conditions de travail ne sont pas adaptées pour travailler en totale sécurité sanitaire, on n'ouvre pas. Donc, on reste sur le coup, on reste là pour défendre les travailleurs dans ces temps bizarres-ci, même si un énorme main-d'œuvre est demandée pour payer les allocations de chômage économique. Oui, c'est ça. Et donc, il y a aussi juste un aspect qu'on n'a pas abordé encore, c'est au niveau de tout ce qui était le côté scolaire et réussite scolaire aussi des jeunes, parce que ça aussi, sur ces thématiques-là, on s'est quand même pas mal questionné, positionné pour savoir ce qu'il en était, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un volet important aussi dans le cadre de cette crise. Oui, moi je voulais dire que c'est un très bon résumé. Alors on a créé un groupe sur Facebook donc d'entraide solidaire pour les étudiants.
Donc, que ce soit au niveau des problèmes rencontrés au niveau des activités d'apprentissage, les problèmes académiques, les examens, etc., ou tous les problèmes financiers, par rapport au job, par rapport au loyer, etc. On essaie de s'organiser un petit peu comme ça, avec les moyens du bord, entre étudiants. Et les jeunes FGTB, du coup, se sont investis dans ce groupe-là pour pouvoir répondre aux questions des jeunes, par exemple. D'accord, super. Donc, on peut dire que vous avez une prise en charge assez globale. En fait, ça touche toutes les sphères, les travailleurs, les jeunes, etc., quoi. Ok. Ouais, on essaye en tout cas. Ok, merci beaucoup. Adrien, je te laisse la parole pour continuer. Oui, à ce sujet-là, au sujet des jeunes, et maintenant peut-être pas spécialement en temps de crise, est-ce qu'on observe un désintérêt de la part des jeunes auprès des syndicats? Est-ce que les jeunes se désintéressent des syndicats ou pas? Et est-ce que la manière dont les syndicats s'organisent et fonctionnent est un peu à repenser? Voilà. Est-ce qu'elle est d'une autre génération? Je ne sais pas. Oui, alors c'est moi qui dois commencer. Donc, est-ce que les jeunes se désintéressent du syndicat? C'est difficile à dire. Donc, il y a effectivement une chute du taux de syndicalisation, mais ça, c'est global en Europe. C'est pas pour ça qu'on constate, enfin, qu'il y a rien qui peut quand même prouver une attitude négative des jeunes envers le syndicalisme en général. Nous, au quotidien, quand on aide des jeunes ou quand on a la rencontre des jeunes, on a souvent des retours plutôt très positifs. Je pense qu'il faut distinguer le syndicat et la FGTB, par exemple, et sa structure et la manière dont on est structuré ici en Belgique, et le syndicalisme en général. On nous dit souvent que nos moyens de lutte, à nous les syndicats, sont devenus ringards. Mais en fait, moi j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant entendu parler de grève en dehors. Il y a eu la grève du climat, la grève des loyers, il y a la grève des coursiers qui s'organise tout à fait en dehors, qui s'est d'abord organisée en dehors des structures syndicales. On l'a vu, la santé en lutte, etc. Donc, en fait, finalement, je pense que l'organisation collective, l'action collective, elle est pas du tout ringarde et elle renaît sous plein de formes. Mais peut-être qu'effectivement, la manière dont on est structuré en tant que syndicat, FGTB par exemple, ne correspond plus tout à fait à ce qui se passe pour les jeunes sur le marché du travail. Quand on rentre sur le marché du travail, on peut passer d'un secteur à l'autre, on passe d'un petit contrat à de l'intérim, et puis on a d'abord eu un stage, etc. Et donc ça, forcément, c'est des aspects qu'il n'y avait pas avant, et que la manière dont nous, on est organisé, ça n'aide pas, c'est pas hyper pratique pour prendre en compte ces réalités-là des jeunes, mais je pense pas que les jeunes, en général, se désintéressent, en tout cas, de l'action collective et de la société et des moyens pour agir dessus. Voilà. Pour compléter Lola, j'avoue que moi, si je peux remarquer, c'est que notamment dans les formations, quand on va dans les écoles et qu'on explique un peu le rôle du syndicat, au préalable, on demande toujours aux jeunes qu'est-ce que c'est pour eux un syndicat. Et je pense qu'il y a quand même une grande méconnaissance. Enfin, c'est con, mais les stéréotypes qu'on entend souvent, c'est des gens qui font bloquer les trains ou qui font des marches et qui boivent des bières, quoi. Donc, c'est un peu triste. Alors que clairement, le syndicat a un rôle bien plus large. Et je pense que la plupart enfin pas la plupart, mais un bon nombre de personnes ne sont pas au courant de la globalité des missions qu'on a, que ce soit au niveau individuel, mais aussi collectif, et même au niveau du gouvernement, le fait que l'impact qu'on peut avoir. Il faut savoir que le syndicat en Belgique est assez exceptionnel. Le taux de syndicalisation est très haut par rapport à d'autres pays, notamment en Europe, et le rôle qu'on a, la possibilité du rôle qu'on peut avoir, et notamment d'être un partenaire social, ça ne se fait pas dans les autres pays, donc on a quand même cette chance-là. Et si aujourd'hui, est-ce que les jeunes s'en désintéressent ou pas? Je ne pense pas. Je pense que la population est un peu scindée entre deux. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont en effet très axés sur tout ce qui est action collective, comme l'a dit Lola. Il y a de plus en plus de mouvements qui naissent et on les retrouve dans plein d'actions. Dès qu'il y a des actions avec différentes assos qui se mettent, dont les syndicats, on retrouve toujours ces jeunes avec une quoi. Et ils ne sont pas contre les syndicats. C'est juste que parfois,
je pense qu'il y a une incompréhension et une méconnaissance. Et aussi peut-être en effet le côté, l'image qu'on renvoie du syndicat qui est la marche nord-sud avec les mêmes manifestations et les mêmes actions où on ne voit pas un résultat concret final de réussite sociale, ça peut fatiguer certains. Mais et nous les jeunes, on essaye souvent de faire des actions plus ludiques, plus frappantes et un peu plus je ne veux pas dire coriaces, mais en tout cas se détacher un peu du mouvement habituel de manifestation. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ça peut parler aux jeunes. Il faut juste peut-être en effet parfois moderniser l'aspect visuel de qui on est et de réexpliquer comment on fonctionne et la possibilité d'agir qu'on a en Belgique, quoi. Je rejoins mes camarades dans cette idée. En fait, la réponse courte est: est-ce que c'est vrai que les jeunes se désintéressent au syndicat? Je dis non. C'est plutôt, comme Catherine disait, c'est quand on a des écoles ou des classes ou des jeunes qui visitent les syndicats, on le présente et on le fait visiter. On voit directement la différence entre les jeunes qui ont déjà été dans le marché de travail et ceux qui n'ont jamais été. Ceux qui ont travaillé, ils sont totalement convaincus que l'existence d'un syndicat est nécessaire, que ça a un survalu, que comme travailleur, comme simple travailleur, tu as très peu de leviers pour obtenir tes droits ou même défendre quoi que ce soit. Et donc, c'est important de se réunir. Pour les jeunes qui n'ont jamais été impliqués dans le marché d'emploi ou de manière très, très loin, eux, ils ont l'idée très médiatisée que c'est que des chiens qui font que leur bus est en retard et qu'ils ne peuvent pas profiter de leur jeunesse comme ils voulaient. Donc, c'est la réponse simple est que les jeunes ne sont pas contre l'idée d'un syndicat. Et on peut voir ça dans toutes les mobilisations qu'on a eues dans l'année qui passait sur le climat et tout ça, qu'en fait, la force d'un rassemblement du peuple pour obtenir quelque chose est très, très, très connue par la jeunesse. Ils savent très bien que si vous voulez aussi un groupe feu, qu'une thématique est traitée par les pouvoirs, il faut le faire via un rassemblement, il faut le faire via une manif, il faut le faire via des grèves, des blocages, des sabotages. Et surtout maintenant, quand on voit que les conditions d'emploi et les nouveaux statuts d'emploi qui sont un peu promus par des nouveaux joueurs dans le marché d'emploi, comme les statuts de livreur, de livreur, tout ça, c'est des statuts très, très, très moyenâgeux qui sont un peu emballés dans un emballage très sexy, smartphone, style c'est cool. En même temps, nous, on doit emballer notre syndicalisme qui est aussi avec un esprit, je ne veux pas dire moyenâgeux, mais très classique, que grève, sabotage, blocage si nécessaire, l'emballer dans quelque chose un peu plus sexy, mais où le fond reste le même, que pour obtenir quelque chose, il faut se rassembler derrière ou ensemble. Ok, ouais, merci beaucoup. Et donc, ça nous amène peut-être à poser deux points un peu plus spécifiques. Est-ce qu'il y a des leviers en particulier que vous conseillez aux jeunes sur leur lieu de travail ou dans le tissu associatif et dans les revendications qu'ils peuvent mener? Et d'autre part, est-ce qu'il y a une politique particulière quant aux frais d'affiliation? Tout ça en fait rentre dans la question, qu'est-ce qui incite et repousse les jeunes? On a compris que c'était entre autres la méconnaissance. Et qu'est-ce qui incite, qu'est-ce qui peut être l'élément déclencheur d'une affiliation à un syndicat, quoi? Oui. Alors, la première partie de la réponse, c'est effectivement que ça, il y a des études qui le montrent, c'est que l'affiliation, elle se fait dans les premières années de l'entrée dans le monde du travail. Et un jeune qui ne va pas s'affilier dans les 3-4 premières années de son entrée dans le monde du travail, en général, il ne le fera plus. Et donc, il y a effectivement un enjeu à attirer les jeunes vers le syndicat dès le début. Et c'est pour ça que
à la FGTB, mais je pense dans d'autres syndicats aussi en Belgique, on a une politique d'affiliation gratuite. Alors nous, à la FGTB, c'est l'affiliation gratuite, c'est en fonction du statut, donc c'est pas en fonction de l'âge, c'est tant qu'on est étudiant ou apprenti. Donc en fait, tant qu'on n'est pas encore un vrai travailleur avec un salaire fixe et stable, là, on a accès à l'affiliation gratuite. Donc, c'est une forme de premier pas pour rentrer dans le syndicat. Et ensuite, alors, quand on commence à travailler, qu'on a un salaire qui rentre tous les mois, etc., alors on commence à payer une cotisation. Et ça, on trouve ça vraiment important de quand même maintenir cet aspect cotisation parce que c'est quand même une valeur importante dans le syndicalisme. C'est que voilà, tous les mois, on paye sa petite cotisation, mais que tous les travailleurs le font. Et que du coup, enfin, en général, on espère ne pas en avoir besoin, mais que si un jour on en a besoin, on peut avoir accès à une caisse de grève, avoir accès à des services juridiques, etc. Et c'est vraiment une question d'entraide, quoi. Donc c'est un peu comme le système de la sécurité sociale, mais c'est vraiment un pot commun. Et donc ça, on y tient fort, nous, à cet aspect de cotisation, mais alors du coup, on rend l'affiliation gratuite pour tous les étudiants et des apprentis comme une forme de porte d'entrée dans le syndicat. Oui. Donc, si je peux compléter, c'est vrai que, comme l'a dit Lola, dans l'ensemble, on est pour une affiliation payante parce que c'est le même principe au final que la sécurité sociale, c'est que on a un pot commun et quand c'est la merde, on puise dans ce pot commun et on travaille avec, quoi. Et donc, l'idée même de l'affiliation, enfin, je pense que l'ensemble des affiliés de la FGTB est tout à fait pour les jeunes, vu qu'ils n'ont pas de revenus, c'est vrai que ce serait absurde de leur demander de payer alors qu'eux-mêmes sont déjà, en règle générale, en difficulté financière. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait pousser un jeune à s'affilier? Déjà, on a pas mal de jeunes dont les parents sont issus, enfin en tout cas, ont un lien direct ou indirect avec le syndicat. Et donc du coup, ça c'est une manière aussi d'attirer les jeunes parce qu'ils ont été baignés dedans et qu'ils connaissent un peu le milieu syndical et qu'ils comprennent l'importance d'être affiliés, d'avoir cette couverture et cette solidarité autour de vous. Il y a un autre moyen aussi pour toucher les jeunes, c'est quand il y a pas mal de jeunes qui font des demandes individuelles parce qu'ils ont eu une difficulté soit au niveau de leur cursus scolaire ou une difficulté dans leur job étudiant. Donc, ils se sont retrouvés à nous faire une demande individuelle ou une demande collective quand c'est pas mal de jobistes étudiants qui se sont retrouvés en difficulté dans une même entreprise. Ça arrive également. Puis bon, les situations comme aujourd'hui, la situation de Corona, mine de rien, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en difficulté, qui ont des questions, qui ne savent pas trop vers où s'orienter. Et le syndicat est une réponse à cela, que ce soit pour les travailleurs avertis, ainsi que pour tous les jeunes étudiants ou les apprentis qui ont eu des questions par rapport à cette situation. Et donc, ils sont retournés vers le syndicat. Et enfin, on a aussi tout le volet militant, des jeunes qui étaient déjà militants aux études et qui décident un jour de se pencher un peu plus sur la question du militantisme au sein du travail. Et donc, c'est eux qu'on arrive aussi à attirer. Et je trouve que voilà, c'est une des manières. Enfin, pour moi, c'est les différentes conditions d'attrait que j'arrive à identifier. Après, qu'est-ce qui pourrait repousser les jeunes? Je pense qu'on l'a un peu dit, c'est parfois la structure qui est assez compliquée, parce que donc clairement, la FGTB se veut une structure démocratique. On part toujours du principe que c'est la base qui donne. Donc la base, ce sont les travailleurs, nos affiliés, qui décident. Mais c'est vrai que c'est une grosse structure, elle est assez compliquée. Il y a 6 centrales professionnelles, il y a 3 régionales. Enfin, parfois, c'est compliqué à comprendre où on met les pieds. Donc ça peut être un frein pour un jeune qui veut rentrer dedans et qui ne sait pas trop vers où s'orienter. L'avantage du service jeune, c'est que quand on voit, on tape sur n'importe quel moteur de recherche jeune FGTB, on arrive à avoir quelque chose pour s'identifier, pour pouvoir aller chercher l'information. Donc, c'est plutôt chouette. Mais c'est vrai que ça peut repousser parce que c'est un gros appareil qui est très ancien, qui a aussi une certaine image qu'on peut apprécier ou non. Donc, c'est compliqué. Et la question de l'affiliation, vu que chez nous, c'est gratuit, à mes yeux, je ne pense pas que ce soit une barrière. Peut-être plus pour les jeunes travailleurs qui ont déjà un revenu, mais qui ont par exemple que des contrats intérimaires. Et donc, c'est un peu compliqué de se dire payer 15 € par mois, c'est peut-être difficile dans un premier temps, mais ça, voilà. Il y en a quand même beaucoup qui le font, donc c'est qu'au final, c'est pas une vraie barrière. Voilà pour moi. Je vais très peu ajouter, juste encore une idée sur
la politique d'affiliation. Donc, la FGTB ou les syndicats en Belgique, ils utilisent le fait que pas de revenus et jeunes, c'est gratuit. Quand on est sans emploi, c'est une affiliation réduite. Et quand on travaille, c'est à peu près 15 euros, un peu plus, si on fait. C'est très bien, mais ça pourrait être encore plus juste via une bonne pratique qui vient des syndicats autres en Europe, qui est qu'un travailleur qui est affilié à un syndicat donne 1% de son salaire net au syndicat. Et ça pouvait être une idée pour dire que, OK, un jeune étudiant, il n'a pas de revenus, donc 1% de pas de revenus est gratuit. Quelqu'un qui travaille mi-temps et qui gagne 800 euros, par exemple, ou à temps partiel et qui gagne 800 euros net par mois, paye 8 euros d'affiliation. Un grand cadre dans un banque ou assurance qui gagne 4 000 euros net par, par mois et qui s'affilie devrait à ce moment payer 40 euros par mois. Et ça pouvait faire un peu l'affiliation aussi plus mis sur la capacité de payer et pas juste un prix fixe. Moi, je trouverais ça toujours une bonne pratique qui est pratiquée dans le syndicat en Hongrie et que je voulais partager. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. C'est très clair maintenant. On comprend bien quels sont les éléments qui font qu'on s'affilie et quelle est la politique et l'idée derrière l'affiliation gratuite, entre autres. Merci. Alors ensuite, on pensait enchaîner vraiment sur le terrain au jour le jour, quand on est auprès de son employeur, qu'est-ce qu'on peut mener comme revendication? Ça, je laisse Mathilde prendre la parole là-dessus. Oui, alors la première question en rapport avec ça, ce serait quelles revendications sont prioritaires à mener quand on veut se défendre face à son employeur s'il y a un problème dans son entreprise ou ailleurs? Lesquelles ont des chances d'être les plus entendues en termes d'action? Et voilà, on va commencer par ça. Ok, c'est une question difficile parce que ça peut faire référence à des milliers de situations différentes. Ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend du rapport de force qu'on a en entreprise aussi, si on a une délégation qui est forte, enfin voilà, il y a plein de facteurs. Maintenant, moi, des échos que j'en ai, globalement, les revendications les plus faciles à obtenir, c'est toutes celles qui concernent en général la santé et la sécurité au travail, plutôt que, par exemple, des augmentations salariales. Donc, toutes les revendications économiques, c'est un peu plus... Enfin, voilà, il faut un rapport de force plus costaud, on va dire. Mais alors, on imagine toujours les syndicats en train de juste demander des augmentations salariales. C'est le cas souvent, parce que c'est justifié souvent. Mais il y a plein d'autres revendications qui peuvent être mises en avant. On n'imagine pas... Mais par exemple, quand une entreprise engage beaucoup d'intérimaires, essayer d'obtenir une systématisation de l'engagement après autant de temps, que les personnes qui conviennent passent en CDD ou en CDI, par exemple. Donc ça, c'est vraiment une amélioration concrète pour les travailleurs sur place. Voilà, pour la stabilité de leur emploi. Ça peut être des choses qui peuvent être négociées. Il y a des questions, la question de l'égalité des genres aussi qui peut revenir dans les revendications. Donc, pour qu'on ait une vue claire sur le plafond de verre dans l'entreprise ou l'égalité salariale entre hommes et femmes ou, je sais pas, l'accès à des sanitaires. Du coup, Oui, dis-moi. Je te coupe 2 minutes, que tu parles justement. Je vais peut-être lancer du coup, comme que tu en parles, lancer une question encore en plus, mais qui était prévue, mais du coup, comme tu en parles, c'est peut-être intéressant. Okay. Justement, une des questions, c'était quelles mesures est-ce que vous conseillez en tant que syndicat pour avoir une veille dans les entreprises en termes d'égalité salariale pour une même fonction? Je ne sais pas si la question... Oui, alors la première chose, c'est l'information. Donc, il faut que les délégués syndicaux aient vraiment des informations claires, nettes, précises
intangibles pour aller s'adresser à leurs représentants patronaux. Et donc pour ça, il y a des outils. L'organigramme, c'est une première chose pour voir où sont les femmes, à quel niveau de pouvoir dans la société, par exemple. Là, tout de suite, attendez. Enfin, je ne sais pas trop. Si, quelqu'un Je veut pense m'aider? que oui, je voulais compléter l'information. C'est juste que déjà, il faut savoir que l'institution, tout est divisé en 3 organes. Il y a 3 organes au niveau syndical qui sont importants à connaître. Il y a tout ce qui est conseiller en prévention, donc c'est tout ce qui est au niveau sécurité. Il y a tout ce qui est délégation à proprement parler, la délégation sociale, donc c'est plutôt ce qui est en rapport avec les problèmes personnels ou interpersonnels, entre autres. Et puis, il y a tout ce qui est conseil d'entreprise, où là, c'est plus le volet économique de l'entreprise qui est discuté. Et donc, bon, bien sûr, tout dépend de la taille de l'entreprise, parce qu'il faut savoir que plus l'entreprise a des travailleurs, plus elle peut encourager ses travailleurs à avoir ses organes syndicaux au sein même de l'entreprise. Une petite entreprise aura plus de difficultés à avoir une représentation syndicale en interne parce que le nombre de travailleurs est insuffisant. Que dans les grosses entreprises, dès qu'on a 150 travailleurs, on peut avoir les 3 organes syndicaux qui sont représentés. Et donc, parmi ces 3 organes, en fonction de la thématique qui va être abordée, donc si c'est par exemple, l'entreprise, on constate après une assemblée générale, parce que ça se fait dans les entreprises, donc vous faites une assemblée générale, vous demandez à l'ensemble du personnel ce qui est le plus important pour eux, vous sollicitez différents arguments, par exemple l'augmentation de salaire, une meilleure protection, ou j'en sais rien. Enfin, vous mettez des arguments qui sont souvent soumis par les travailleurs eux-mêmes, puis les travailleurs votent pour savoir qu'est-ce qui est le plus important pour eux, et une fois que vous avez ce vote-là, il y a un projet par les travailleurs qui va être mené par la délégation, mais sur base des revendications des travailleurs. Donc, c'est ce projet-là, par exemple, si on parle d'augmentation de salaire, qui va être négocié avec la direction. Donc, l'idée, c'est de faire émerger des problématiques par les travailleurs et de lancer... c'est ça, un cahier de revendication, en fait. Donc, on part du principe... En tout cas, là, je prends vraiment l'exemple d'une grosse entreprise où on peut avoir un cahier de revendication de la part des travailleurs, et ensuite, les délégués syndicaux qui sont élus par les travailleurs ont pour seul but de représenter les travailleurs et donc de revendiquer ce qui a été indiqué dans le cahier de revendication par des travailleurs. Et donc, pour répondre à la question, par exemple, du problème salaire homme-femme, c'est des choses, si par exemple, une femme ou même un homme vient dire à un de ses délégués syndicaux, écoutez, j'ai constaté que ma collègue, on a le même barème, on est là depuis la même ancienneté et on n'a pas les mêmes salaires et je trouve pas ça normal. En fait, c'est assez facile de regarder si on a accès aux données économiques de l'entreprise. Ça veut dire que les délégués ont accès aussi à l'information des salaires, peuvent vérifier au niveau du barème, de l'ancienneté, etc. Et donc après, il faut juste mettre ça en avant devant l'employeur en lui mettant son nez dans son caca et imposer une égalité. Et si pas, alors on peut carrément faire un suivi syndical et demander même au syndicat lui-même d'intervenir au sein de l'entreprise pour mettre de la pression sur l'employeur pour éviter que ce genre de choses arrivent. Donc vraiment, il faut... En fait, la principale action, c'est le travailleur lui-même qui doit s'éveiller et se dire, tiens, j'en parle à un des délégués en qui j'ai confiance et à qui je me sens à l'aise de discuter avec ça, pardon. Et après, ça se travaille en délégation et ensuite, on confronte l'employeur, bien sûr pas au nom de la personne, enfin, sauf si c'est une seule personne dans l'entreprise qui a un problème, là, on va la cibler, mais de manière générale, on ne cible pas la personne, on cible les travailleurs pour pas qu'il y ait de discrimination non plus, ou pour pas qu'une personne soit pointée du doigt et qu'après, elle ait des problèmes dans son travail. Donc, c'est vraiment un travail qui va être fait pour l'ensemble des travailleurs en disant il y a une inégalité, il faut que ce soit régularisé, point barre. Cob, je pense que tu pourras encore mieux compléter étant donné que tu es déjà délégué. Attends, oui, je voulais juste dire le truc que je cherchais, c'est le bilan social. Donc, c'est un outil, c'est un truc qui est publié en même temps que les comptes annuels. Donc, c'est une obligation, les entreprises doivent le publier tous les ans. Et c'est hyper utile parce qu'on c'est ventilé par genre. Donc, on voit les chiffres pour les hommes et pour les femmes au sein de l'entreprise, du nombre d'équivalents temps plein, du nombre d'argent qui est investi dans la formation, et tout ça est ventilé par genre. Donc, on peut voir combien est-ce que les femmes ont plus de mi-temps, plus de le salaire d'équivalent temps plein, plus accès à l'information ou pas. Donc, pour faire un diagnostic de son entreprise au niveau de l'égalité homme-femme, c'est un outil qui est super important. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci Lola.
C'est parfait, c'est ça que je voulais aussi compléter. Ce bilan social, c'est un outil légal qui est obligé par l'employeur de le fournir et qui peut vraiment donner une information relativement objective et donc bien chiffrée sur l'écart salarial. Maintenant, ce que je voulais encore ajouter, qui est quand même très important, et pourquoi que les syndicats en Belgique existent et sont peut-être un peu plus institutionnalisés que radicaux, pour déjà anticiper les prochaines questions, c'est parce que tout est bien si on reçoit l'information, il y a les cadres de concertation qui existent comme ils sont en Belgique, mais une délégation ou des délégués ou des travailleurs ne sont pas au même niveau dans la formation et la gestion de cette information. Et donc pour ça, les syndicats en Belgique ont fait un énormément de travail, et je trouve un travail de qualité, de former les délégués, de les aider. Il y a des formations sur presque chaque thématique imaginable sur le marché de l'emploi, où on va former ou aider les délégués à se former pour faire face à cette direction et mettre sur la table, parce que si on a le bilan social et on voit qu'il y a un énorme écart salarial homme-femme, et c'est encore une autre étape pour dire on va négocier une amélioration, on va négocier une solidarité. Et donc, cette formation est destinée à négocier avec la direction, mais aussi est destinée à convaincre ses collègues et ses co-travailleurs pour lutter ensemble pour quelque chose comme ça. Et donc, la défense ou l'outil le plus important qu'on peut amener sur un lieu de travail, c'est pour moi, et je pense que pour les autres aussi, c'est la solidarité. Si on voit qu'il y a un problème, qu'un groupe n'est pas traité égal ou bien, c'est à ce moment qu'on peut invoquer la solidarité. On objective la situation, on le met aux tables de négociation, on a notre revendication, et pour avoir un poids dans ces négociations, on a besoin du soutien des travailleurs, et donc on doit communiquer et donc inciter la solidarité chez les travailleurs. Et donc ça, comme syndicat, on a une énorme expérience à faire ça. On est très bien à former. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais ajouter, que c'est pas que important de demander l'information, mais aussi c'est important de former de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces informations et comment on peut aider les délégués à utiliser ces informations à leur objectif de plus d'égalité et de solidarité. Ok, donc du coup, si je résume ici, ce serait le point important, c'est informer, former pour qu'ils puissent se défendre et communiquer pour qu'il y ait un élan de solidarité et que tout le monde se rejoigne à une cause, quoi. C'est ça. Yes, beau résumé. Ok. Alors la prochaine question, on avait vu qu'écologie est quand même centrée aussi un peu sur l'environnement, etc. Donc c'est plus une question pour Cobb parce qu'on a vu que tu étais un peu, enfin que tu avais une expertise un peu dans le domaine environnemental, etc. Alors on se demandait si ça arrivait que le syndicat soit interpellé ou interpelle pour des questions d'environnement dans des entreprises. Oui, oui, c'est très fortement, en fait, de plus en plus. Et si oui, comment et quel type d'actions sont demandées ou... Vu que les délégués, souvent, sont des gens engagés sur plus que juste leur lieu de travail, c'est souvent aussi des gens qui sont vraiment au courant des défis de communauté ou de la société. Et donc, on a dans les syndicats, depuis déjà les années 2006 à Bruxelles, en Wallonie, en Flandre un peu plus tôt, donc un réseau de sensibilisation autour de l'environnement. Et donc là, on rassemble toutes les délégués qui sont intéressés sur ces questions-là, et on donne des outils, on échange des bonnes pratiques pour mettre aussi, donc utiliser un peu les cadres syndicaux qui existent, les cadres de concertation et les cadres d'information aux travailleurs, pour mettre donc aussi des sujets environnementaux sur cet agenda. Et en mieux de le coller avec vraiment une revendication de conditions de travail aussi. Le bien-être du travail, souvent, va ensemble aussi avec une bonne gestion, un bon respect pour l'environnement. Et donc, c'est magnifique si on sait coller ça dans des projets sur un lieu de travail. Et donc, on peut améliorer les conditions de travail des travailleurs et en même temps aussi améliorer donc
poids sur l'environnement à ce lieu de travail. Et donc, c'est un groupe très motivé des délégués. Et donc, ça va de des très petites choses à des très grandes choses. Donc, parfois, il s'agit juste de la gestion de déchets dans un hôtel, quelque part qu'on met en place un projet où on aide à mettre en place, puis cet hôtel fait donc une bonne pratique et ça peut être copié via des autres délégations dans les autres hôtels. Et donc, cette expertise de bottom-up est vraiment un surplus pour améliorer donc la gestion de déchets à ce projet-ci, mais donc la gestion de l'environnement au lieu de travail. Donc, de ne pas que travailler via des projets top-down où la direction a une bonne idée pour faire le greenwashing de leur entreprise, mais aussi de faire vraiment l'innovation, ou maintenant le nouveau mot, c'est l'exnovation, bottom-up des travailleurs qui sont sur le terrain, qui savent très bien quels petits gestes, quels petits changements dans le travail on peut faire pour, un, améliorer donc les conditions de travail et deux, faire du mieux pour l'environnement. Ça peut passer via donc les cadres syndicaux de concertation et améliorer pour un tout. Donc, c'est quelque chose qu'on est très actif dessus. Le honnêteté ou la humbleté nous oblige de dire aussi que pendant très longtemps, on n'était pas vraiment pris de l'importance dans le syndicat. On était le petit club des écologistes dans le syndicat. Je dois dire que depuis début 2019, avec toutes les mobilisations autour de l'environnement, on a reçu beaucoup plus d'attention et beaucoup plus de travail, qui est quand même chouette, et beaucoup plus de l'ampleur et de poids dans les décisions syndicales. Donc, c'est dans la bonne voie. Un syndicat, c'est un énorme bateau et c'est difficile à le faire changer, mais depuis 2019, on a eu un vent qui poussait nous à tourner quand même, de mettre l'écologie plus en premier plan dans quelque chose pour le syndicat. En plus, si je peux encore ajouter une chose, si. c'est aussi quelque chose qu'on a maintenant, c'est un peu postposé, mais pour les élections sociales, c'est un sujet qu'on voulait mettre en avant, qu'on essaye quand même de mettre en avant, que quelqu'un qui veut se mobiliser et veut agir sur le plan environnemental, mais ne voit pas comment il peut faire ça à son entreprise. On dit, on voit pour faire ça et on voit probablement très constructif pour faire ça. Et donc, se mettre dans la syndicalisation, se mettre candidat comme délégué, être élu et donc mettre en avant des projets pour l'environnement via ce voie-là. Et donc, via ce levier, pour répondre à une question avant, ça pouvait être un argument pour dire à des jeunes, mais donc le syndicat, c'est pas qu'un vieux jeu, c'est aussi, si vous avez des questions ou des thématiques que vous voulez aborder plus profondément dans votre vie professionnelle, comme l'environnement, le syndicat, ça peut être un porteur de ce projet, de ces questions, qui peut aboutir à quand même des résultats très visibles. Super, Ouais. merci. Je voulais juste rajouter un truc, c'est qu'effectivement, on a pu présenter, ou on présente toujours parfois le combat syndical comme pas très écologique. Or, je trouve que le combat écologique et le combat syndical, justement, ils peuvent, comme vous venez de le dire, totalement se rejoindre. À partir du moment où le combat syndical, il est pour plus de démocratie économique, donc ça veut dire que les travailleurs doivent avoir leur mot à dire au niveau de leur entreprise sur ce qu'ils produisent et comment ils le produisent, et au niveau de la société sur ce qu'on produit et comment on produit, mais voilà, au niveau plus global. Et donc, donner plus de voix aux travailleurs et de poids dans cette planification économique. Qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, ça peut être un moyen pour que les travailleurs se saisissent justement du combat écologique et s'investissent à la fois au niveau de leur travail dans le syndicat et dans l'écologie et la lutte pour l'environnement. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse hyper complète. Dernière question, après je repasse la parole à Adrien. Je vais repasser un peu sur une question qu'on avait déjà évoquée précédemment, sur la question de l'égalité salariale, etc. On a vu que c'était possible, en tout cas, allez, vous me reprenez si je me trompe, hein, mais dans le secteur public, en tout cas, parfois ce qui se fait, c'est que du coup, les salaires sont connus de tous les employés d'une même boîte, entre guillemets. Je ne sais pas si je me fais comprendre, du coup. Est-ce que pour vous,
cette optique de allez, que tout le monde puisse connaître le salaire de tout le monde, etc., est une solution pour garantir la transparence des salaires et l'égalité. Et est-ce que cette optique-là, vous pensez qu'elle peut être mise plus en avant dans le secteur privé aussi, où on pense que c'est quand même plus compliqué de mettre en place? Ouais, donc ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des barèmes qui sont clairement établis et publics, enfin, Oui, c'est ça. connus par tous. Oui, c'est ça, voilà. En tout cas, dans Ok. dans l'entreprise, quoi. Ben ouais. En fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que le salaire, c'est toujours le résultat d'un rapport de force entre le travailleur et le patron, qui est en Belgique et dans d'autres pays encadré par des balises, donc le droit social, les échelles barymiques, etc., pour pas que chacun puisse, enfin, que chacun négocie individuellement son salaire, et du coup, il y aurait effectivement des salaires qui seraient très différents en fonction de son rapport de force. Et on sait que le rapport de force, il va pas toujours en fonction, enfin, en faveur des travailleurs. Et donc, effectivement, dans le secteur privé, il y a cette dimension de négociation individuelle qui est plus Présente. présente. Ouais. Et donc, effectivement, si on enfin, plus il y a de balises à la détermination des salaires, comme les barèmes, l'ancienneté, par exemple, aussi, ça paraît hyper archaïque. Je pense que c'était dans la loi Peters où ils voulaient ou je sais plus, ou le Jobs Deal ou un truc comme ça, ils voulaient supprimer l'ancienneté. Est-ce que quelqu'un peut me... Kat, tu te rappelles pas si je raconte n'importe quoi? Enfin, il me semble que la FEB avait proposé à un moment qu'on supprime l'ancienneté comme, comme balise pour négocier les salaires, et plutôt que ce soit voilà, en fonction de ce que le travailleur apporte, des compétences et des performances du travailleur. Et ça, au niveau de la FGTB, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voudrait vraiment pas voir passer, parce que ça permet à nouveau, voilà, ça devient le bordel. Chacun définit son salaire individuellement en fonction de son rapport de force. Et alors, forcément, celui qui est le plus gentil, celui qui fait le moins grève, c'est celui qui plaira le plus au patron. Et donc là, ça ne va pas dans le bon sens. Je ne sais pas si je réponds à ta question du coup, mais... Oui, c'est bien. Je sais pas Si si je les autres... peux, oui, je ne veux pas faire un long débat là-dessus. Je pense que, en effet, le plus important en fait, pour moi, pour avoir le plus d'égalité, parce qu'au final, la question de dévoiler ou pas l'ensemble des salaires à l'ensemble de la population, parce que c'est ça, je pense, le sujet de la question. Je ne sais pas si c'est ça la priorité ou pas, mais ce qui est important, c'est l'encadrement qu'on met autour des salaires. C'est clair que dans le secteur privé, vu qu'il y a beaucoup de choses qui se négocient avec des salaires, il y a une différence entre le brut, ce qui est officiellement mis dans le brut, et tout la partie extra, comme les commissions, les voitures, les machins, etc. Donc il y a toute cette négociation qui est beaucoup plus présente dans le secteur privé et qui se fait de manière très individuelle. Et clairement, c'est pas bon pour la collectivité. Donc, ce qui serait, à mes yeux, hein, donc je parle à titre personnel, ce qui serait idéal, c'est d'avoir un système vraiment de grille avec un salaire fixe. Le système de salaire extra-légal, déjà, à mes yeux, il faut l'éviter, parce que c'est tout l'argent qui n'est pas investi au niveau de la sécurité sociale non plus. Donc, c'est pas bon pour l'ensemble de la Belgique. Mais je trouve ça bien plus sain qu'il y ait une grille barémique où l'ensemble des travailleurs s'y retrouvent selon leurs critères, leurs fonctions déjà. Donc, et ça aussi, ça peut se calculer, et ça se fait dans certaines entreprises pour que ce soit plus démocratique, que le calcul de la fonction se fasse même par une entreprise extérieure et pas par le patronat. Donc, comme ça, c'est supposé être le plus neutre et juste possible. Et donc, qu'il y ait ce calcul-là, et bien sûr l'ancienneté qui soit toujours tenue en compte, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, voilà. Ce serait surtout bénéfique aussi pour les femmes, parce que je pense que une des explications de l'écart salarial entre les hommes et les femmes, c'est aussi cette possibilité de négociation individuelle et, comme tu le disais, Catherine, des avantages extra-légaux qui sont majoritairement, enfin, dont les hommes profitent majoritairement, en fait. Donc, que ce soit les bonus, les voitures de société, les primes au profit, tout ça, ça, c'est surtout les hommes, en fait, qui en bénéficient, et ça creuse l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Ok, merci beaucoup.
Je sais pas, oui, que... Oui, juste pour revenir, parce que c'était déjà très complet. En fait, la transparence des salaires, c'est une information qui peut être intéressante, mais ce n'est pas l'objectif en soi. Parce que, et même une information qui peut être très, même quand c'est transparent, mais qui reste quand même très opaque en même temps. Et donc, sur ça, si on a cette information, c'est très important aussi d'avoir une formation à comment utiliser cette information. Comme on revient de dire, un barème des salaires n'est pas un explique-tout pour les écarts salariales. C'est que juste une partie du puzzle pour voir comment la rémunération dans cette entreprise est organisée et pour voir les inégalités qui peuvent exister là-bas. Et donc, une formation sur comment utiliser cette information qui de premier vue est très transparent, mais qui en même temps peut cacher derrière beaucoup plus des choses qui ne sont pas justes. Et surtout, l'écart salarial homme-femme dans un salaire, dans un barème, ça peut être très invisible. Et comme Lolo l'a dit avec très, très juste titre, que les voitures de société qui dans un revenu ou une rémunération totale prend quand même une énorme partie, c'est destiné à la grande majorité à des hommes assez âgés, blancs, bleus, belges. Donc, c'est un avantage extra-légal très, très, très inégalitaire dans cette société. Ben, merci beaucoup, vos réponses ont été hyper complètes. Je vais repasser la parole à Adrien pour les dernières questions. Oui, alors moi j'avais aussi quelques questions par rapport aux nouvelles formes de syndicalisme, peut-être orientées plus vers le futur. Et je vais me permettre d'en poser directement deux. Comme tu as déjà un peu mentionné, l'institutionnalisation des syndicats, qui permet aussi d'offrir des bonnes formations aux délégués syndicaux. Est-ce qu'elle peut être en défaveur de la radicalité de position syndicale, ou est-ce que finalement les deux sont combinables? Et alors aussi, ou alors non, je vais garder la prochaine question pour plus tard. Donc voilà, donc simplement petite position syndicale et leur radicalité par rapport à l'institutionnalisation des syndicats. Oui, effectivement, on est toujours dans une sorte de dualité dans la vision du syndicalisme entre l'action directe, ceux qui prônent effectivement, enfin voilà, le syndicalisme de combat, d'action et de lutte, et ceux qui prônent le syndicalisme de négociation, de compromis, etc. Et donc, je pense que la JTB est un beau spécimen un peu des deux, on va dire, puisque forcément les syndicats en Belgique sont dans un contexte vraiment institutionnalisé. Donc on est au groupe des 10 et puis dans plein d'autres organes, dans plein d'autres je sais pas comment on dit, enfin, on est des partenaires sociaux, mais on est au conseil d'administration du Forum, de l'ONEM, etc. Donc dans plein d'endroits où si on n'était que dans une position de lutte et de radicalité, on n'aurait pas notre mot à dire là-bas. Et en même temps, le fait qu'on y soit, on avalise un peu certaines décisions, même quand elles nous correspondent pas, elles correspondent pas à nos idéaux, donc c'est compliqué. Je pense que la FGTB, du coup, est quand même le syndicat le plus combatif en Belgique, même s'il y a des moments où on souhaiterait qu'il le soit plus. Par exemple, pour l'AIP, on n'a pas signé parce qu'on estimait que c'était vraiment une farce, une augmentation de 1,1%, et on voulait pas pouvoir être tenu responsable. Si on signe, en fait, on avalise quelque part. Or, si on n'est pas d'accord avec le résultat de la négociation, c'est compliqué. Mais voilà, c'est toute la question à laquelle honnêtement, j'ai pas de réponse. Et je pense qu'un peu des deux, c'est bien, je suppose. Mais peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Je sais pas. Alors, le problème, c'est que, comme on l'a dit plus tôt, c'est qu'il ne faut pas oublier que le syndicat est représenté par sa base, donc par ses affiliés, par ses travailleurs. Et donc, même si parfois, certains, et c'est notamment le cas au niveau du secteur de la jeunesse, on a envie d'être un peu plus combatif et parfois on est plus radicaux dans nos idées, dans la manière de s'exprimer que les vieilles ours. Hein. Mais il ne faut pas oublier qu'on représente aussi une population, enfin en tout cas des travailleurs qui eux-mêmes sont assez divisés dans leur manière de penser et dans leur désir d'un syndicat
je veux dire, on est supposé représenter l'ensemble de nos affiliés, et donc c'est assez compliqué de se dire on va tête baissée, aujourd'hui on ne fait que de la lutte et du combat, ou inversement, on se dit que ben voilà, il faut faire du compromis et des négociations parce que foncer dans le tas, ça n'apporte rien. Donc, ben, disons qu'on a ces réactions-là de tous les côtés, et il faut savoir aussi qu'on est 3 régionales. Il y a la FGTB, c'est autant la Flandre, la Wallonie que Bruxelles, donc ce sont aussi des mentalités différentes et des manières d'agir différentes, et donc on doit faire en fonction de tout le monde, et c'est ce qui fait en effet que c'est assez compliqué de se positionner et de se dire qu'on est une seule chose et on avance d'une seule manière. C'est impossible, tant si on veut représenter nos travailleurs, que en même temps, comme l'a dit Lola, si on veut continuer à faire partie de la négociation au niveau des instances au-dessus de nous. Voilà. C'est vrai. Donc, toute action ou revendication, c'est le résultat d'une démocratie interne qui est déjà un compromis en soi et qui fait donc qu'une radicalisation n'est pas toujours automatique sur ça. Puis encore, je voulais ajouter que dans une stratégie d'avoir un résultat, en fait, mon avis, donc ce n'est même pas celui de la FGTB ou des jeunes FGTB, c'est qu'en fait, il y a 5 étapes dans une négociation ou un résultat qui peut être fait. Et donc, en anglais, c'est plus cool, mais je vais quand même le traduire, c'est identifier, isoler, polariser, mobiliser et négocier. Donc, c'est les 5 étapes qu'on passe si on veut avoir un résultat sur un de revendications. Donc, tu identifies une revendication, tu l'isoles, donc tu fais presque un oui ou non sur cette question de revendication. Tu polarises dessus, tu dis que c'est eux contre nous. On mobilise dessus, on fait des manifs, on fait des tracts, on essaye d'avoir un bon soutien. Et après, on vient à la table pour négocier. Et en fait, si on est radical, une radicalité peut que être fructueuse si on est radical dans pas toutes ces étapes, mais que dans celui de polariser et mobiliser. Être radical pour négocier est très contre-productif pour avoir un compromis. Donc, dans l'idée d'être réaliste, maintenant on peut être idéaliste et idéologue, mais dans l'idée d'être réaliste et donc obtenir un compromis, enfin, c'est mieux qu'obtenir rien. On doit être radical au bon moment et on doit être prêt pour un compromis au bon moment aussi. Et là, comme Lola a dit, je trouve qu'on pouvait être plus radical. Mais être radical pour être radical avec le seul objectif de là, c'est à mon avis très, très contre-productif. On pouvait essayer d'inciter la révolution in finale. Et il y a beaucoup de syndicalistes qui pouvaient partager cette idée que ça, c'était quand même le meilleur, mais avec la réalité et donc le réalisme qu'on a aujourd'hui, on doit juste négocier sur les choses où on a main dessus, et avec ça, une radicalité qui est constante n'est pas constructive. Wow. C'est aussi pour ça que je voulais juste conclure, c'est que c'est aussi pour ça. Donc du coup, il y a, on va dire, au côté plus, enfin dans l'aspect plus radical, à gauche de la gauche, je sais pas, à gauche du syndicat, il y a plein d'autres mouvements, plein d'autres collectifs, etc., qui portent d'autres revendications, et que au final la FGTB rejoint parfois, soutient, etc. Enfin, la FGTB est fort aussi ancrée dans tout le milieu associatif, voilà, on a beaucoup de relations avec d'autres groupes qui sont en lutte. Donc, tout ne doit pas se faire que par le syndicat. C'est bien aussi qu'il y ait d'autres luttes à d'autres moments et qu'on puisse se rejoindre au niveau de certaines revendications et pas forcément tout le temps de la stratégie, même si clairement, Comment comme repenser Catherine a notre dit, nous, rapport au aux travail? jeunes, on est pour… voilà, parfois, on est un peu dépité quand on voit… On a Comment un repenser peu notre mou. rapport au On travail? aimerait bien être un peu plus… Repenser notre travail, radicaux, mais… Voilà. repenser notre travail à l'heure de Ok, donc il y a libéralisation, vraiment un juste équilibre, intégrer la question du genre dans les il y a une entreprises. dualité, puis il y a un juste équilibre entre les deux. Comment repenser radicalisme et notre rapport au socialisme. travail
À l'heure de Je voulais l'ubérisation, juste Ah oui, comment oui, oui. intégrer la rajouter question quelque du chose, genre c'est dans que les souvent, quand entreprises? on voit le côté Quel lien radical, entre c'est combat parfois aussi syndical et combat environnemental? foncer dans le tas, faire Voici quelques des grands questions mouvements qu'on de grève aborde et se dire qu'on avec bloque Lola, tout, on bloque Catherine toute et l'économie, Co, qui etc. travaillent tous les Et trois c'est au vrai Jeune que parfois c'est LGTB, très tentant, même pour ce souvent, premier podcast mais d'écologie il faut qui pas oublier que s'intitule le principe Jeunes, même dans travail, une grève, climat, c'est que quel lien avec si les on fait la syndicats? grève, c'est qu'on a Bonne essayé écoute. toutes les tentatives avant de négociation, comme les étapes aussi que Cobb, dont Cobb parlait. On a essayé de discuter et négocier et on ne nous a pas entendus. Donc, au final, quand on est vraiment en grève, c'est un peu une forme d'échec par rapport aux négociations précédentes. Et donc, il ne faut pas oublier dans la tête des gens que on n'a pas envie de faire grève toutes les semaines parce que ça voudrait dire que le travail qui était fait au préalable est un échec. Le principe, c'est qu'avant de foncer au front et de foncer tête baissée, il faut quand même essayer de mener l'action au préalable et d'essayer d'obtenir ce qu'on veut avant de courir vers la révolution, quoi. Voilà. Mais après, si on n'obtient rien, la révolution, c'est bien aussi. Ok, mais je pense que c'est bien de rappeler le contexte, effectivement. Donc, on fait tout son possible pour obtenir une solution jusqu'au moment où on ne l'obtient pas. Et alors, on progresse progressivement, on avance vers une nouvelle forme un peu plus radicale de revendication. Ok, super chouette. Ensuite, il y avait un point au sujet de l'ubérisation du marché du travail. Moi, je me posais juste comme, enfin, entre autres, une question. Est-ce que vous avez déjà eu la possibilité d'avoir des délégués syndicaux dans des, dans des emplois sous forme, enfin, dans des emplois précaires ou sous forme d'Uber, enfin, par exemple Uber, quoi. Alors, des délégués au sens institutionnalisé, donc élus, etc., via les élections sociales, non, parce que c'est pas des entreprises, ils n'ont pas un contrat de salarié, etc. Donc, toute la législation de la représentation syndicale ne s'applique pas à eux. Mais on a quand même des contacts dans les travailleurs des plateformes qui organisent leurs collègues et qui sont proches d'un syndicat ou de l'autre. Et donc, nous, effectivement, à la FGTB, il y a des travailleurs de ces plateformes avec qui on s'organise et qu'on aide et à qui on fournit voilà, des informations juridiques, de l'aide pour s'organiser. Et ça dépend, voilà, ça dépend. Soit on essaie de faire un travail pour aller vers ces travailleurs-là, mais ils sont fort éparpillés, donc c'est très compliqué. Et sinon, il y a certains de ces travailleurs qui viennent nous trouver directement parce que, voilà, on peut dire tout ce qu'on veut, mais la FGTB reste quand même un modèle, un endroit auquel les travailleurs vont quand même toquer et s'adressent quand ils ont besoin d'aide au niveau de leurs conditions de travail. Et donc ça, c'est quand même reste une référence. Mais donc, si je peux compléter Lola, même si c'est vrai qu'on n'a pas de délégation à proprement parler au sein même de tout ce qui est Uber, etc., la seule chose qu'on peut dire, c'est que les travailleurs sont quand même organisés, donc ils ont créé leur propre mouvement au départ, donc leur propre mouvement de défense et de contestation, auquel ils ont invité les syndicats à les soutenir et les aider, leur apporter des informations juridiques et de l'aide concrète pour défendre des travailleurs quand nécessaire. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est plutôt les travailleurs eux-mêmes, le collectif des coursiers notamment, qui se sont rassemblés pour essayer de se défendre parce qu'ils ont des statuts complètement atypiques et d'ailleurs bien contestés par les syndicats et notamment la FGTB. Je voulais juste faire un petit crochet parce que là, on parle de Uber parce que c'est très connu, mais après, il y a Deliveroo, etc. Il y a d'autres formes de contrats précaires qui ne sont pas forcément mentionnés, comme tout ce qui est intérim, où c'est aussi compliqué pour des jeunes travailleurs de pouvoir se mettre comme délégués. Et pourtant, ça se fait, parce que là, évidemment, c'est rattaché à une vraie entreprise où il y a des élections sociales, etc. Et donc, on a eu des jeunes dans nos commissions jeunes qui avaient des contrats précaires en intérimaire ou à durée limitée, mais très, très limitée, et qui se retrouvaient quand même délégués à faire la défense juridique, la défense de leurs collègues, et pour qui ça a été compliqué aussi pour eux, qui ont clairement mis leur carrière parfois en péril, parce que c'est compliqué de faire du travail syndical quand on n'a pas l'assurance d'un bon contrat de travail, et en tout cas que de toute manière, le contrat peut s'arrêter vu que c'était à durée limitée. Mais ça se fait. Même pour des contrats précaires, quand on est rattaché à une entreprise, on peut devenir délégué.
Oui, pour dire, on a eu une délégation au sein de Deliveroo, mais c'était dans leur helpdesk qui, en 2000, je venais de le chercher, en 2017, en juin 2017, était délocalisé en Madagascar et qui a en fait un peu incité les premières mobilisations de grève des coursiers parce que les coursiers étaient en solidarité avec les helpdesk où il y avait une possibilité, parce qu'eux, ils étaient sous un contrat normal, pas via une application, où ils pouvaient se mobiliser contre cette délocalisation. Donc, il y a eu des actions syndicales classiques au tout début que Deliveroo était encore actif, ou était actif en Belgique. Puis j'avais déjà dit, comme toutes ces nouvelles formes de travail, en fait, ils offrent de l'emploi comme dans les Moyen-Âge. Et dans le Moyen-Âge, ils ne respectaient pas non plus qu'il y avait une représentation des travailleurs. C'était chacun pour soi ou même pas. On parlait avec une appli et donc rien d'autre. Donc, ça nous force aussi à un peu revenir à des méthodes très crues syndicales, comme donner de l'aide et essayer de l'organiser le base même, donc l'organiser avec le seul mot que ces employeurs moyenâgeux comprennent, c'est la grève, le blocage et le sabotage. C'est que comme ça qu'on peut le forcer de peut-être négocier ou forcer d'échanger quelque chose à leur manière de travailler. Par exemple, donner un exemple de cette sorte de sabotage, parce que les grèves, on connaît, mais le sabotage aussi, il y a eu des moments que les coursiers de Deliveroo étaient encore très relativement organisés, où ils ont décidé à un moment de se tous log out du appli au même moment, qui faisait que le temps d'attente pour livrer les choses via le la mathématique de cette appli était à un moment qu'une personne voulait commander quelque chose, il voyait estimated delivery time est 4h30 et ils disent que wow, c'est quoi possible. Donc c'était une sorte de sabotage qui restait quand même possible même avec cette nouvelle technologie, mais ça demande une organisation et une coordination qui est difficile à faire si on n'a pas de représentants reconnus dans cette nouvelle forme de l'emploi. Ok. Je voulais d'ailleurs juste réagir, c'est que là on parle beaucoup donc de l'action syndicale et du syndicat même, comment ils s'organisent, mais dans ce cadre-ci, par exemple, c'est bien que les travailleurs eux-mêmes ont fait leur propre système de sabotage, mais après, c'est aussi aux citoyens, s'il y a des citoyens qui sont en désaccord avec ce système, c'est aussi à eux à boycotter, à proprement parler, les applications et le service qui est mis en place en disant plutôt que me faire livrer ma nourriture, soit je vais au restaurant, soit je me bouge les fesses et j'y vais par moi-même me chercher, quoi. Parce que c'est con, même si ça offre de l'emploi, ok, mais c'est de l'emploi de mauvaise qualité, quoi. Et une manière de le contester et d'exiger que cet emploi soit respecté, digne et qui corresponde à l'ensemble des emplois en Belgique, enfin, en tout cas on espère, mais c'est de boycotter le système et en signalant aussi qu'on boycotte, nous en tant qu'usagers, citoyens, on décide de boycotter ça, tant qu'il n'y a pas des bonnes conditions de travail. Il y a encore d'autres questions? Ouais, je te laisse prendre la parole, Mathilde. Ouais, alors du coup, comme je vous remercie de toujours être là d'ailleurs, parce qu'on a un peu, c'est que la discussion prend du coup, on a un peu dépassé le temps qu'on pensait prendre pour, pour cette discussion. Donc du coup, je vais essayer de globaliser en une question les 2 ou 3 dernières questions qui restaient, histoire qu'on puisse clôturer quand même et vous libérer. Voilà, je vais essayer, hein, je dis bien. Donc, la première question, ce serait vers quelle organisation du travail, en tant que syndicat, est-ce que vous diriez tendre? Quelles sont les revendications qui pourraient mener à l'organisation du travail vers quoi vous voulez aller? Bon, ma phrase n'était pas. Et dernière question, est-ce que vous connaissez beaucoup d'entreprises qui ont une organisation de travail plus horizontale? Et si oui, est-ce que vous pensez que cette organisation, on pourrait l'appliquer à d'autres structures du monde du travail? Oui, c'est encore moi qui commence. Je
On a plein d'exemples de coopératives. Donc, je ne sais pas si c'est ça que tu entends par organisation du travail. Ouais, c'est ça, c'était Euh, plus des formes de travail un peu plus coopératives qui fonctionnent par, allez, par, ouais. ouais. Ouais, si, avec beaucoup plus de démocratie Ouais, c'est ça, interne. voilà. Ouais, ouais, le modèle coopératif, c'est un modèle que la FGTB met en avant régulièrement. Je sais pas, moi j'avais plus, je pensais, en fait, quand tu parlais d'organisation du travail, je pensais plus à la revendication de réduction collective du temps de travail pour faire le lien avec le 1er mai, évidemment. Ça fait aussi Euh, partie, hein, c'était une question assez globale, ok. donc le revenu Ouais, universel aussi peut faire partie de cette globalité. ouais. Voilà, donc je sais pas, je vais peut-être laisser du coup Catherine et Cobb répondre à ma place. Et donc, pour dire que est-ce qu'on connaît des organisations qui sont plus orientales, oui, oui. Je, je, je- ma copine, elle travaille dans une maison médicale qui est gérée par autogestion, donc tout le monde décide sur tout. Qui a aussi une organisation de travail qui a ses propres défis. À mon avis, mais qui met quand même plus le parole ou qui respecte plus les paroles de chacun et soi. Donc, c'est une forme qui existe. Euh, Maintenant, oui, est-ce que je pense que c'est la meilleure solution pour tout. Je pense qu'en certaines situations, des petites organisations avec des petites équipes, ça peut être géré en autogestion avec une horizontalité totale. Et dans les grandes entreprises ou grandes organisations, plus de horizontalité, donc moins de distance, ça c'est d'office, c'est d'office mieux. Mais est-ce qu'on arrivera ou est-ce que c'est opportun de casser toute verticalité dans chaque organisation? C'est une question qui est pas facile à répondre parce que le fait que nous, comme syndicat, on peut s'organiser et on peut montrer qu'on a des différents intérêts comme travailleurs, de différents intérêts comme travailleurs dans une organisation, qu'une direction ou des gestionnaires de cette organisation, c'est clair. On sait que les intérêts d'un travailleur est totalement différent que l'intérêt d'une direction d'une boîte. Et ça fait que le combat est avec les visionnaires ouvert. On sait d'attendre de quoi que ce soit. Avoir une horizontalité où ces sortes des intérêts sont plus visibles, je pense que ça peut ça peut ouvrir tout autre problème et peut-être faire un combat pour, pour plus d'équité et un respect des conditions de travail, peut-être même plus difficile parce qu'on ne sait pas à qui adresser alors nos revendications. Donc, c'est une bonne question que idéaliste, les coopératives, c'est une forme de travail que nous, comme syndicats, vont soutenir et on voit ça favorable à tout autre. Mais est-ce que c'est applicable en tout niveau, toute organisation? Que je suis mitigé sur cette idée. Ouais, donc il y a des points négatifs et positifs en fait sur cette question, quoi. Le truc, c'est que c'est pas facilement organisable non plus. C'est pas parce qu'on est une coopérative et que tout le monde peut décider que du coup, ça rend la chose forcément plus facile. C'est bête à dire, mais parfois, le fait de pouvoir identifier clairement contre qui on est contre et on pouvoir le dire ouvertement, comme actuellement, ben, quand c'est le syndicat face au banc patronal, on sait qui est quoi et comment identifier la contestation. Quand, à partir du moment où tout le monde a le même poids au niveau décisionnel, c'est super bien, mais c'est vrai que c'est pas non plus facile à gérer. C'est pas pourtant qu'on le blâme, mais en effet, à petite échelle et dans les petites entreprises, c'est super positif et on l'encourage. Maintenant, j'ai du mal à imaginer ça dans une entreprise de 300 travailleurs avec tout le monde qui peut exiger et dire son commentaire. Enfin, peut-être que c'est réalisable, j'en sais rien, mais jusqu'à présent, dans mon imaginaire à moi, ça me semble très compliqué. Maintenant, une autre. Oui, quelqu'un voulait interagir. Mais, Non, je disais juste non, tracasse, on n'a pas besoin de patron. Mais... c'est vrai qu'après, si on continue dans la réflexion, mais qu'on va plus loin, il y a aussi toute la question du travail, de forme salaire, etc. Oui ou non. Enfin bon, bref, c'est des questions et des débats qui se portent beaucoup au sein de la FGTB, notamment, ben, on en a parlé, hein, du réduction de collectif du temps de travail avec embauche compensatoire. C'est quelque chose que
on revendique depuis longtemps au niveau de la FGTB et qui est a priori facilement réalisable, en tout cas concrètement c'est possible et clairement ça permettrait de remettre du temps à l'humain, enfin allez je veux dire que les travailleurs diminuent leur temps de travail en maintenant leur salaire et qui bénéficient du temps de repos ou du temps simplement à eux pour le mettre à profit pour autre chose. Il y a plein de choses, que ce soit d'ordre culturel, de sportif, associatif, autre. Il y a plein de choses à faire qui sont intéressantes et qui pourraient bénéficier à l'ensemble de la population, de l'économie. Donc, il y a plein d'autres manières enfin, je veux dire, le monde dans lequel on vit aujourd'hui peut être modifié et le monde du travail particulièrement doit être repensé et réadapté. Mais c'est vraiment, ce sont des questions assez compliquées et qui demandent, parce que déjà il faudrait des accords entre nous, ce qui n'est pas le cas. Hein. On parle, tout à l'heure, tu as mentionné le revenu universel. Il n'y a clairement pas d'accord là-dessus, même en interne, au niveau syndical. Enfin, il y a pas mal de choses où au niveau des analyses, on n'est pas d'accord. Mais c'est pas pour autant qu'on n'y pense pas et qu'on n'essaye pas d'adapter, en tout cas de proposer des solutions. Et celle qu'on a et qu'on maintient pour l'ensemble de la FGTB, ça reste la réduction collective du temps de travail, passer à 4 jours de travail par semaine, maintien du salaire, embauche compensatoire, ce qui veut dire qu'on travaille aussi pour diminuer le taux de chômage, remettre tout le monde à l'emploi et en même temps permettre de diminuer certains frais dans la sécurité sociale tout en réinjectant de l'argent. Donc, et puis, c'est con, mais dès qu'on sort de chez soi, on dépense de l'argent ou on fait des choses qui fait que ça fait tourner de l'économie. Donc, c'est vraiment un calcul positif pour tout le monde, même si le gouvernement ne veut pas l'entendre. Voilà. Merci Eh bien, beaucoup. est-ce que je peux compléter Oui. mon idée que j'avais avant, parce que j'avais le temps de réfléchir un peu. Je pense que donc une horizontalité dans une entreprise est faisable, mais pas dans les entreprises, sur les organisations qui doivent travailler sur les vagues ou sur le vent du productivisme et de croissance. Parce qu'à ce moment, tu arrives avec un intérêt adversaire entre le survie de l'entreprise et le bien-être des travailleurs qui nécessite un compromis et des négociations. Des organisations qui ont trouvé une manière de sortir de ce productivisme ou croissance infinie sur le long terme, ça pourrait être envisagé d'avoir une horizontalité et une démocratie absolue presque pour ces travailleurs. Donc c'est peut-être plus clair comme ça qu'en fait c'est mitigé, mais je pense que c'est surtout l'économie qui nous pousse, ou la forme de notre entreprise qui nous pousse à faire, à avoir une sorte de hiérarchie pour bien pouvoir définir les différents intérêts des différents niveaux dans une entreprise. Merci beaucoup pour cette précision. Donc, pour résumer, entre guillemets, l'horizontalité, oui, mais pas n'importe où et pas n'importe comment. En tout cas, pas à tout prix, quoi. Voilà. Ouais, pas dans un contexte de croissance et de compétitivité infinie comme on est pour le moment. Adrien, je vais peut-être faire la clôture, sauf si tu as encore un truc à poser. Non, moi j'ai plus de questions. En Ok. tout cas, j'ai plein de questions, mais plus pour aujourd'hui. Alors, ce que je vais peut-être proposer, c'est que pour clôturer, chacun et chacune, vous disiez un mot de fin, ce que vous voulez, un peu en carte blanche comme ça, et voilà. Allez, ben moi je voulais avoir une petite pensée pour le 1er mai qu'on ne pourra pas fêter du coup demain, parce que les revendications qui sont liées au 1er mai, donc c'est la journée des travailleurs, de lutte pour les droits des travailleurs. Il y a bien sûr la réduction collective du temps de travail, mais historiquement il y a aussi le pacifisme, la lutte antifascisme, la lutte contre le chômage, etc. Et donc c'est tous des combats que même si on ne pourra pas lutter et fêter demain, j'espère qu'on les aura quand même tous bien en tête. Voilà. Merci. Oui, voilà, c'est clair que ça fait bizarre de ne pas pouvoir participer activement au 1er mai. Donc, je suis ravie d'avoir pu au moins discuter du syndicat, de son avenir, de la jeunesse, de toutes les générations ici maintenant. Je pense que c'est important de continuer à en débattre, surtout dans ces conditions actuelles où
on peut avoir l'impression que le monde du travail est un peu délaissé, que les droits des travailleurs sont un peu délaissés parce que c'est compliqué et atypique. Et pourtant, ce n'est pas le cas. En tant que travailleur de la FGTB, on est tous là, on fait notre maximum et bon, d'office, on pourrait toujours faire plus, mais en tout cas, on essaye d'être là sur le front, comme diraient certains, et d'être en renfort, disponible pour les questions, pour informer et pour surtout continuer à lutter corps et âme, peu importe le contexte, quoi. Mais donc, merci à vous de nous avoir donné la parole. Et bon Merci à 1er vous. mai. Oui, on est peut-être dans un moment qu'on se sent très impuissant sur le contexte qu'il y a, mais on doit savoir que le monde est faisable et constructable, c'est le bon mot, à construire et qu'on doit le faire tous ensemble parce que si on veut qu'on amène tout le monde, on doit le construire tous ensemble. Merci beaucoup. Je pense que ça va être le moment, Sophie, encore une fois, Adrien, tu veux ajouter quelque chose, mais de clôturer. Et déjà, personnellement, je voulais vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé. C'était très, très intéressant. Donc, merci beaucoup. Merci à vous.